Et salut, nous voilà pour un nouvel épisode pour votre entreprise en Inde. Alors, vous avez toujours rêvé de voyager, personnellement ou dans un but de business. Vous avez plein de trucs à faire tous les jours, plein de trucs qui bloquent. Vous pensez que, par exemple, vous n'avez pas assez de budget. Vous pensez peut-être que vous avez trop d'impératifs à gérer sur place, un magasin à ouvrir, des enfants, un époux ou une épouse, des impératifs comme ça que vous pensez ne pas pouvoir compresser, ne pas pouvoir gérer autrement. Et même si vous avez tous ces trucs à faire au quotidien, même si aujourd'hui vous n'avez pas l'idée concrète de quoi faire en Inde, ou même si aujourd'hui vous pensez ne pas être capable d'emmener votre entreprise à l'international, il faut savoir que faire du business en Inde est à portée vraiment de tous à partir du moment où vous avez des concepts de base, que vous êtes clair dans vos idées et que vous avez une ligne directrice pour votre projet. Alors aujourd'hui, on va parler de quelques éléments de base comme ça qui vont vous servir à mieux définir votre objectif, à mieux définir qu'est-ce que vous attendez de l'Inde, à mieux développer votre business en Inde, etc. Et on va parler du visa, on va parler de budget, on va parler de psychologie, on va parler de quoi faire en Inde et qu'est-ce qu'il faut étudier pour préparer votre projet. À tout de suite. Bienvenue sur mon blog entreprise-management.com. Entreprise Management, c'est le blog des entreprises digitales, de la stratégie digitale, du business, du marketing et du web marketing pour les entreprises, les entrepreneurs, commerçants, freelance et tous ceux qui veulent créer leur entreprise. Alors, pour commencer, aujourd'hui, maintenant, je vais vous parler le voyage. Est-ce que vous commencez par du loisir ou pour faire du business? Alors dans le précédent épisode, on avait parlé un petit peu, mais aujourd'hui je voulais revenir un peu plus sur un détail. Souvent, quand vous parlez avec des gens qui sont déjà allés en Inde, ils vous disent oui, l'Inde c'est génial, ou alors l'Inde c'est complètement nul. Bref, c'est souvent des avis très tranchés, très catégoriques, très figés. Alors moi, ce que je voulais encore insister aujourd'hui, c'est sur le fait que cette expérience est vraiment quelque chose de personnel, ok? C'est vous qui allez ressentir des choses et en fonction de votre aptitude psychologique, vous allez plus ou moins bien le vivre. Et encore une fois, il n'y a pas une Inde, mais des Indes. Ok, l'Inde, c'est comme les États-Unis, pour donner un exemple, c'est plusieurs États qui sont regroupés ensemble et chaque État a sa langue, sa culture, sa sous-culture, sa cuisine, ses lois spécifiques, ses propres taxes, etc. En France, on a un système qui est vraiment centralisé. Hein. Vous avez la même loi partout, c'est les mêmes systèmes judiciaires partout, c'est la même police partout, c'est la même manière de se garer dans le sud de la France ou au nord, etc. Bon, en Inde, il y a des choses quand même qui sont un peu homogénéisées. Plus on avance de temps, plus ils sont en train d'homogénéiser tout ça. Mais n'empêche pas moins que vous avez quand même différentes langues. Si vous allez dans le sud de l'Inde, vous allez parler un certain langage. Si vous allez au nord de l'Inde, vous n'allez pas parler le même langage. Et même entre eux, les Indiens ne se comprendront pas. Hein, la culture est vraiment différente. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on observe des rivalités, des moqueries entre les Indiens du sud et du nord, ou de l'est et de l'ouest, etc. Il y a comme ça des préjugés sur les Indiens qui se vivent à l'est de l'Inde, donc côté Népal, Bangladesh. Parce qu'en fait, il se trouve que cette région est une région un peu plus pauvre que le reste de l'Inde. Et donc forcément, région pauvre dit de plus de mafia ou ce genre de choses. Donc évidemment, on entend peut-être un peu plus parler dans les journaux à cause des crimes, etc. Mais bon, ça n'empêche pas d'entendre parler de crimes abominables à New Delhi, par exemple. Tous les jours dans les journaux, vous voyez telle fille a été violée, un tel a été assassiné, tentative d'assassinat de tel politique. Vous voyez ça tous les jours. Et d'ailleurs, moi, ça fait belle lurette que je ne lis plus, que je ne touche plus aux journaux indiens. Parce que c'est que des nouvelles comme ça à la con qui, moi, me foutent par terre. Je n'arrive pas à comprendre comment des gens peuvent accepter ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment des aspects culturels. Ok, de temps en temps, il y a un article qui me plaît, qui parle d'un cours de français machin ou d'un tel économiste qui est venu en Inde. Bon, bien sûr, je vais le regarder, mais c'est très très rare.
D'ailleurs, là, par rapport à ce qui s'est passé en France là, récemment, hein, en janvier, Charlie Hebdo et tout, les attentats. Donc, ils en parlent un tout petit peu dans les journaux, ou beaucoup, en fonction de leur ligne éditoriale. Mais il faut savoir que les journaux, ils sont assez censurés. Et on voit bien à travers la manière dont ils abordent le sujet que ils sont, c'est très ambivalent, c'est très spécial hein, comme ambiance. Ils peuvent pas dire pleinement non, on est contre le terrorisme, on n'aime pas ce qui s'est passé en France, etc. Il faut pas oublier que 2 ou 3 mois avant, au Pakistan, il y a 140 élèves et professeurs qui se sont fait zigouiller par des talibans. Voilà, donc le Pakistan c'est à côté, hein, c'est pas loin, hein, c'est 2000 km, hein, juste à côté. Hein. Donc s'ils commencent demain à dire bon ben ce qui se passe en France c'est pas normal, nous sommes pour Charlie Hebdo, nous sommes contents que les gens fassent des caricatures, le journal là, la maison d'édition elle se fait brûler, hein, je veux dire, il publie le journal 10 minutes après ça brûle, hein, quoi. Bon, c'est chaud comme ça l'un des fois, donc comme par exemple, j'avais fait un podcast à propos de Charlie Hebdo, l'événement le 8 janvier. Vous pouvez l'écouter sur mon blog. Bon, je parlais de Charlie Hebdo, bien sûr, et puis je faisais une comparaison par analogie avec ce qui se passait en Inde. Mais je n'en parle pas ici en Inde. Je reste très discret, parce que je suis très vulnérable ici. Hein, le Pakistan, c'est pas loin. En Pakistan, ils ont célébré ce qui s'est passé en France. Alors bien sûr, officiellement, le gouvernement tout ça dit non, on est contre. On peut les croire, on peut bien sûr croire que le gars qui est à la tête du gouvernement de Pakistan a dit non, on est contre, mais en revanche, n'empêche pas que dans la rue, ils ont fait des sortes de manifestations pour dire oui, on est ok, c'est bien ce qui se passait en France. Bon, c'est peut-être un peu exagéré, peut-être que je grossis le trait, mais c'est quand même bien ça qui se passe. Hein. Tous les jours, il y a on voit à la télé, machin, qu'il y a une cave qui a été découverte remplie d'explosifs ou remplie d'armes automatiques, etc. Hein. Donc, c'est chaud, quoi. Hein. Bon, en même temps, là, je vous parle beaucoup de terreur, machin, mais il faut savoir que l'Inde, c'est quand même un pays fiable, où on peut voyager en sécurité, où on peut vraiment être à l'aise pour bouger. Il y a des règles de base à connaître. Vous ne portez pas de costume il faut comprendre que vous êtes milliardaire. Vous évitez de mettre des montres en or ou d'avoir une dent en or. Vous évitez d'avoir des chaussures Louis Vuitton ou je ne sais trop quoi d'autre. Voilà. Pas de showbiz ou de woman show, là, je sais pas trop comment on peut dire. Voilà. Vous êtes habillé simple. Vous pouvez mettre des costumes comme moi si vous voulez, mais il faut rester relativement simple. Si vous avez une belle valise toute chic pour transporter votre ordinateur portable, on va vous éviter, vous la laissez en France, vous prenez une valise de base, un sac dégueulasse, mais au moins vous n'attirez pas attention. Ensuite, vous allez éviter de vous balader à 4 heures du mat tout seul dans la ville. Voilà, il y a des trucs de base comme ça à éviter. Évidemment, il y a des trucs comme ça auxquels il faut faire attention. Moi, on m'a raconté des anecdotes comme ça que, bon, si vous êtes tout seul, qu'ils vous sentent un peu flemmard compagnie, ils vous mettent à poil dans la rue, hein, littéralement, parce que faut savoir que votre moindre chemise, votre t-shirt, moindre pantalon, pour vous, ça vaut rien, ça vaut 20 ou 30 ou 40 euros, sauf que pour eux, 20 euros, c'est 1800 roupies ou 2000 roupies, en fonction du cours de la roupie, mais c'est tout de suite de l'argent. Donc, moi, même en 2 ans de voyage en Inde, je n'ai jamais eu de problème comme ça. Je n'ai jamais ressenti une peur quelconque. Hein, je ne me suis jamais senti en danger. Et c'est là justement où c'est important d'être bien accompagné. Dans le précédent épisode, je vous disais, l'idéal, c'est d'avoir des personnes qui vivent déjà en Inde pour préparer et puis pour être accompagnés. Donc vous avez pour ça un site qui s'appelle expatblog.fr. Donc c'est tous les expatriés de France qui sont en Inde et même plus dans d'autres pays. Hein. C'est un site comme ça qui est très pratique. Vous pouvez échanger, vous pouvez dialoguer, vous pouvez directement poser des questions, dire ben voilà, j'ai l'intention d'aller dans telle ville, qu'est-ce qui est bien à voir, qu'est-ce qui est bien à faire pour le business, etc. Et donc c'est un excellent moyen d'échanger de l'expérience et d'avoir des contacts sur place. Bien sûr, moi ma grande chance pour ce voyage en Inde, c'est que j'avais un partenaire indien d'origine indienne, donc qui parle l'hindi et qui connaissait bien sa ville. Donc ça, c'est évidemment le top du top, parce que quand vous avez besoin d'appeler un taxi ou un truc machin, il le fait pour vous, il parle hindi, il appelle le gars, et puis la personne en face comprend le message.
Au début, je me rappelle d'avoir eu des problèmes avec mon anglais. Personne ne comprenait mon anglais. J'avais un problème de rythme, d'accentuation, etc. Bon, et ben lui, je disais en anglais, et puis lui, il traduisait en hindi. Bon, et puis après, voilà, on s'y fait, et puis ça avance. Mais même, encore une fois, j'insiste sur ce point, même si vous n'avez pas d'anglais parfait, c'est pas un problème. Allez-y, foncez. Hein, il y a de business à faire. N'oubliez pas que l'Inde, dans 20 ans, ce sera une puissance économique très puissante. Qui dépassera la Chine. Donc il faut être en Inde aujourd'hui pour faire du business. Et puis un signal qui n'y trompe pas, hein, c'est quand vous regardez toutes les entreprises, toutes les multinationales vont en Inde aujourd'hui et elles y restent. Regardez récemment Amazon qui a investi je ne sais plus combien de millions d'euros en Inde. Voilà, le business il est là, hein, ça répond en face. Hein, vous avez un marché vraiment puissant. La classe moyenne indienne elle est là, elle répond, elle achète, elle consomme. Donc c'est intéressant d'être là, au moins pour comprendre ce qui se passe. La deuxième problématique que souvent on rencontre dans nos entreprises françaises, c'est qu'on ne pense pas, on n'est pas capable, nous n'avons pas la conception pour penser international. Il y a des pays comme la Suède ou la Norvège, je ne me souviens plus exactement, où la culture réellement prépare l'entreprise à aller à l'international. Et parce que le pays est trop petit, parce que les gens savent qu'ils n'ont pas toutes les ressources nécessaires pour développer leur business dans ces pays-là. Donc d'emblée, ils sont formés pour l'international, pour aller chercher le marché international. En France, on n'a pas du tout cette culture. Et pourtant, cette culture internationale peut vraiment vous donner énormément. Même si vous ne vendez rien en Inde, même si vous n'achetez rien en Inde pour le business en France, ça va vous donner au moins une chose. Ça va vous donner de l'objectivité. Ça va vous obliger à reconceptualiser votre esprit, votre manière de penser le business. Ça va vous aider à rebouger les limites de votre esprit, les limitations que vous pensez avoir. Ça va vous obliger à réinventer votre modèle économique. Ça va vous obliger à remettre en question vos principes de vie. Et vous allez y gagner énormément comme ça. Et ça, c'est la première expérience que vous allez en tirer. D'ailleurs, on dit souvent justement que les voyages sont une source d'inspiration et ça vraiment influence une vie, etc. Ça donne de l'ouverture d'esprit. C'est vrai, c'est ça que ça veut dire en fait. Alors bien sûr, si vous allez voyager en Grèce, dans un paradis pour touristes avec uniquement des hôtels, des piscines, des glaces et du sable, c'est clair que ça va pas vraiment vous aider à faire bouger vos limites conceptuelles. Mais si vous allez dans l'arrière-pays de la Grèce, si vous allez au Maroc, si vous allez au Mexique, je sais pas, au Brésil, ça va déjà vous booster pour dire putain là t'es con là, t'as vu, moi je fais ça comme ça, je rame depuis 10 ans pour arriver à faire ça et eux ils le font en 2 minutes. Comment ils font? Merde. Voilà, vous avez un truc. En France, on est très exigeant, on est très à cheval sur le temps, l'horaire, la ponctualité, etc. Quand vous allez en Inde, ça n'existe pas la ponctualité. Je caricature un peu, mais c'est ça. Donc vous allez apprendre à gérer votre temps, à être flexible. Vous allez apprendre à être beaucoup plus souple par rapport à un imprévu. Par exemple, moi j'ai toujours une liste de choses à faire dans ma journée et je sais que si un client, un partenaire annule un rendez-vous, paf, je permute pendant ce créneau horaire maintenant vide, je m'arrange pour toujours avoir quelque chose à faire et je sais quoi faire. C'est par exemple là pour enregistrer donc ces podcasts, je suis donc dans un hôtel à Ranchi, un hôtel qui s'appelle Maplewood. Donc on a fait un deal avec le propriétaire pour faire ces podcasts gratuitement, pas que je lui ai payé la chambre. Donc je lui ai dit bon ben voilà, je fais votre com, je dis aux gens que j'enregistre les podcasts chez vous et puis en revanche vous me donnez une salle de conférence gratuitement pour enregistrer mes podcasts. Et comme ça moi j'ai une salle à peu près silencieuse pour enregistrer. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je suis en train de me perdre, moi, là. Oui, donc si je vous parle de ça, c'est parce que des fois, donc, quand j'arrive dans cette salle, vous savez, ici, hein, c'est très flexible. S'ils ils donnent donc des conférences, des événements, des mariages, etc. Donc, quand il y a un mariage, hop, toutes les tables de l'hôtel vont dans une seule même grande salle à l'étage. Et donc, c'est-à-dire que quand j'arrive dans ma salle d'enregistrement, il n'y a plus de table, plus de chaises.
Donc ben voilà, il faut que j'appelle le gars, oui, j'ai plus de table, plus de chaises, remettez-moi des tables et des chaises. Et donc voilà, vous patientez 15-20 minutes, le temps qu'ils vous remettent les tables dans la salle. Donc bon voilà, c'est peut-être un peu comique, peut-être que vous rigolez en écoutant ça, mais c'est ça l'Inde. Alors bien sûr, si vous êtes dans un hôtel 5 étoiles à New Delhi, bien sûr, vous n'allez pas rentrer dans le problème, mais le prix va pas être le même non plus. Après, c'est toujours pareil. Moi, ici, j'étais dans une optique de faire un échange avec cet hôtel. Alors après, si je veux être très exigeant au niveau du temps, je vais voir un autre hôtel qui s'appelle Radisson, mais je vais payer peut-être 50 ou 100 euros par mois pour ça. Si je voulais, je pouvais le faire, c'est pas le problème. Mais voilà, après, bon, c'est à vous de trouver votre politique juste par rapport à ce que vous voulez faire et tout. Donc voilà, ce que je vous dis, pourquoi je vous donne cette anecdote de Maplewood, là où je registre, cette sorte de table, machin, voilà, être flexible. Pendant ces 15 minutes qui réinstallent tout ça, qu'est-ce que je fais? Je prépare mes prochains podcasts, je rédige, ou alors je prépare un email, je lis un bouquin, ou je prépare un prochain exposé que j'ai à faire pour une conférence, ce genre de choses. Voilà. Quand on vous dit, moi ça m'est arrivé déjà par exemple, d'avoir une conférence un jour précis, l'après-midi, le soir je dois prendre un avion pour changer de ville, et une fois on m'a fait le coup, au dernier moment, 2 jours avant, le gars, la compagnie aérienne m'appelle, exactement m'envoie un SMS, votre vol est annulé, il est déplacé au matin de tel jour. Et donc moi je me dis ils sont marrants, mais moi ce jour-là j'ai une conférence, comment je fais? Voilà, donc puis ils veulent rien entendre, donc voilà, donc là ça veut dire que là c'est à vous de bouger, il faut déplacer la conférence, prévenir les personnes qui sont censées participer à la conférence. Voilà, c'est des trucs comme ça qui sont chiants, usants, pénibles, vous avez envie d'engueuler tout le monde. Mais voilà, ça fait partie du boulot en Inde. Donc là où vous allez apprendre, c'est donc à garder votre calme, à être organisé, à savoir comment gérer ce genre de situation. Et c'est très clair que si vous êtes bordélique, complètement sans structure, sans outils informatiques pour gérer tout ça, ça va vous coûter une énergie, mais énorme. Moi, la dernière fois que c'était passé, donc on m'a annulé mon vol le jour même où j'avais une conférence. Mes fichiers, mes contacts qui s'étaient inscrits pour cette conférence, voilà, ils étaient sur un fichier Excel avec la liste de téléphone. Donc, j'ai donné la liste à 2 gars et puis je leur ai dit voilà, vous appelez tout le monde, vous leur dites que la conférence est annulée et qu'elle est déplacée à telle date. Voilà, et parce que c'est organisé, il y avait un fichier, on imprime, paf, hop, on donne la fiche, on appelle. Et c'était fait. Voilà, en espace, je ne me souviens plus, mais quelque chose comme 2 heures, 2 heures et demie, tout le monde avait été averti. C'est de l'organisation. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur mon blog, sur ces outils digitaux donc, qui peuvent vous permettre d'être plus organisé, parce que l'organisation vous donne vraiment accès à tout. Quand vous êtes bien organisé, ça ne veut pas dire être au top, être perfectionniste pour tout, mais ça veut dire avoir des choses claires, concises, rangées pour pouvoir bien avancer. Qu'est-ce que je voulais ajouter aujourd'hui? Donc, au niveau du visa, pas la peine de demander un visa business dans un premier temps, parce que le visa business peut être compliqué à obtenir. Il va être compliqué à obtenir si vous n'avez pas d'idée de business précise. Si vous n'avez pas de contact déjà en Inde, il va être compliqué à obtenir. Le visa business, en clair, il est très facile à obtenir si vous avez un projet bien défini. Alors, je donne des exemples vraiment un peu caricaturaux. Si vous avez 2 millions d'euros déjà dans votre compte bancaire, c'est clair que là, le visa business, il va aller un peu plus vite. Parce qu'il filtre, il filtre énormément. Il regarde beaucoup qui viennent en Inde, etc. Donc, ça peut être un peu compliqué au début, surtout si vous n'êtes pas vraiment sûr de votre projet. Si au contraire, donc vous êtes vraiment sûr, vous savez que vous avez, par exemple, 200 000 euros, 500 000 euros, 2 millions d'euros, 10 millions d'euros, peu importe. Vous préparez votre projet, etc. Et alors, je n'ai pas de démarche exacte à suivre pour ça, mais je connais des gens qui peuvent vraiment vous conseiller pour ça. Donc, juste écrivez-moi sur la page contact du blog, je vous donnerai les contacts directement, téléphone et email. Et je vous mettrai en relation avec ces personnes. Et donc là, voilà, vous avez un projet, vous allez voir, je vais vous donner les contacts, vous allez voir ces gens, et vous dites, voilà, j'ai tant de milliers d'euros à dépenser, j'ai tel projet, je voudrais un visa business pour 50, 10 ans, 15 ans pour faire ça. Parce que le problème du visa business, en fait, c'est qu'il est limité, si je me souviens bien, ça n'a pas changé, parce que ça change tout le temps, à 3 jours. Donc 3 jours, ça donne le temps de rien faire en Inde.
juste de voir un fournisseur potentiel, dire bonjour, signer un contrat, voilà. Donc c'est pas du tout intéressant pour vous. Par contre, pour aller en Inde facilement, il n'y a pas de secret, c'est le visa touriste. Il est très facile à obtenir. Vous avez 6 mois directement, donc là, vous partez 6 mois en Inde ou même que 2 semaines, peu importe, mais vous allez utiliser un visa touriste. Faites attention à bien obtenir un visa multi-entrée, c'est-à-dire que vous demandez un visa de 6 mois, votre visa commence par exemple, pour faire simple, en janvier, vous allez en janvier en Inde, et puis vous décidez d'y retourner en mars, par exemple. Et donc là, c'est le même visa qui va vous donner le droit d'entrée, mais uniquement si c'est un visa multi-entrée. Si c'est un single entry, donc entrée unique, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes rentré une fois sur le territoire indien, eh bien votre visa est grillé, vous ne pourrez plus l'utiliser, il va falloir demander un nouveau visa. Un visa indien, ça coûte quelque chose comme 60-70 euros. Donc voilà pour le visa. Pour le budget, alors c'est pas très coûteux d'aller en Inde, comme je vous disais la dernière fois. Moins coûteux que d'aller en Grèce ou au Brésil, par exemple. L'Inde est une destination les plus économiques pour voyager. L'avion, aller-retour, Charles de Gaulle, New Delhi ou Charles de Gaulle, Mumbai ou Calcutta, c'est environ 600 euros aller-retour. Sachez que vous pouvez, si vous y prenez à l'avance, si vous achetez votre billet 4 mois, 5 mois à l'avance, vous pouvez payer votre aller-retour comme quelque chose comme 400, 450 euros. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Ensuite, l'hôtel. Alors l'hôtel, c'est cher. C'est cher si vous comparez à la France et par rapport à d'autres pays. Ça reste quand même un budget plus limité, plus intéressant. Mais l'hôtel, ça dépend surtout où est-ce que vous allez. Parce que le prix d'hôtel n'est pas le même selon la région de votre destination. Si vous allez à New Delhi, Mumbai, Kolkata, etc., Ranchi, c'est pas le même prix. Mais grosso modo, comptez entre 20 et 30 euros par nuit. La bouffe, alors ça coûte rien la bouffe. Ça, vraiment. Alors bien sûr, si vous allez à un restaurant 5 étoiles, même dans un restaurant 5 étoiles, ça va pas vous coûter le pot du cul. En France, vous sortez pour avec 2 plats de pâtes et puis 2 cafés, vous allez vous sortir pour 500 euros. Bon, je caricature, mais c'est ça. Quand vous voyez le café à 5 euros quelque part, franchement, ça fait râler. Mais ici, un bon repas à 2, vous allez le payer entre 12 et 15 euros. Donc ça reste tout à fait acceptable. Si vous êtes seul, comptez à peu près 10, 12, 15 euros de frais de bouffe par jour. Et ensuite, bouger, le transport. Là, encore une fois, le transport, en fonction de ce que vous êtes, et si vous êtes bon en négociation ou pas, ça va vous aider. Mais des fois, il est aussi intéressant de louer directement une voiture avec un chauffeur. Ne conduisez pas directement, parce que la conduite en Inde, c'est pas du tout comme conduire en France. C'est pas du tout la même chose. Donc au tout début, c'est complètement novice avec le voyage en Inde, etc. Payez un chauffeur. Et d'ailleurs, souvent, il est inclus dans la location de votre voiture. Et ça, par contre, c'est très intéressant. Vous payez votre chauffeur, par exemple, avec la voiture, quelque chose comme 1000 euros, tout inclus, fuel, essence, compagnie, tout inclus. 1000 roupies, par jour. Ça vous fait à peu près 10-12 euros par jour. Si vous louez la semaine ou au mois, bien sûr, ça vous coûtera encore beaucoup moins cher. Ça, c'est une solution. Vous avez par contre la possibilité de louer un scooter. Moi, c'est comme ça que je fais. Ici, je me déplace en scooter parce que je suis assez stable. Je suis le plus clair de mon temps à Ranchi, dans cette ville. Quand je dois me déplacer à l'extérieur, je prends l'avion. Sinon, sur place, voilà, j'ai un scooter et ça peut me déplacer beaucoup plus facilement. Le scooter, tout n'importe qui sait conduire un scooter. C'est facile à garer, facile à gérer. Et puis ça pose moins de problèmes que les bagnoles. C'est moins coûteux à acheter. Vous devez acheter un scooter. Un scooter ici pour quelque chose comme 200-300 euros. Vous avez un scooter neuf. Donc ça reste vraiment intéressant. Si vous êtes en Inde pour vraiment du long terme, vous pouvez toujours acheter une voiture. Une voiture pour 1000 euros. Ici, vous avez ça, une voiture neuve. Donc voilà, vous pouvez le faire aussi. Ensuite, dernier point de cet épisode. L'Inde, comme je vous le disais, c'est une situation qui peut être bouleversante, qui peut vous secouer un peu. Et il y a des moments comme ça, surtout si vous restez longtemps en Inde, où on va se sentir mal. On va être un peu déprimé. On va être peut-être même le manque du pays. Donc la solution que moi j'ai trouvée à ce problème,
c'est que je vais par exemple dans un café qui s'appelle CCD, c'est l'équivalent à peu près à Starbucks ou ce qu'on peut avoir en France. Et donc vous allez là, vous prenez votre ordi et puis vous regardez un film, vous décompressez. Voilà, c'est un endroit où il y a un peu de musique, c'est des endroits sympas comme ça qui peuvent vraiment vous aider. Autre solution, c'est d'aller au resto. Parce que moi ici, je vis dans ma propre maison, hein, j'ai mon propre appartement, ça coûte beaucoup moins cher que l'hôtel. Hein. Et donc, oui d'ailleurs, un appartement, c'est à peu près, on va dire, 10 000 roupies, hein, donc 120 € par mois. Donc, voilà, puis quand je me sens un peu mal, je vais dans un café comme ça, et puis je bouquine, je lis, je regarde un film. Sinon, il y a aller au resto. Un resto, c'est un bon moyen de décompresser. Vous avez toutes sortes de restos chinois, vous avez des restos indiens et tout. Quoi. Vous avez vraiment tout ce qui peut vous plaire. Un autre point aussi intéressant, c'est d'aller au cinéma. Il faut savoir que le cinéma indien est vraiment intéressant, vraiment génial. Il y a comme tout, hein, en France, hein, vous avez du bullshit et puis du très bon. En Inde, c'est pareil. Et vous pouvez même aller voir des films en hindi. Alors, en général, ils sont assez faciles à comprendre parce que le cinéma indien est plus basé sur l'action, sur le visuel, sur les mimiques, etc., moins sur le langage. En France, les films sont très verbeux, très sur le dialogue, sur la psychologie, etc. En Inde, bien sûr, on a cette dimension-là, mais c'est très facile de capter ce qui se passe. Alors, bien sûr, vous manquez peut-être des petits moments, mais c'est rien de dommageable pour passer une bonne soirée. Vous avez aussi des films en anglais, donc très bon passage pour améliorer votre anglais. Voilà. Et puis le truc, vraiment le truc qui peut vraiment vous décoincer quand vous avez marre de tout là, de bruit, du machin, du truc, de machin là qui fait pas le travail que vous lui demandez. Vous voulez aller voir tel monument, vous pouvez pas. Bref quoi. La solution, c'est de faire un massage. D'aller dans un lieu vert. Parce que le truc, moi, qui me manque le plus en Inde, c'est la verdure. Il n'y a pas de verdure en Inde. Hein. C'est quoi en ville. C'est pire qu'en Paris, on met des jardins, machin, on s'arrange pour qu'il y ait une fontaine, un peu d'eau qui coule à gauche, à droite. Bon, alors en Inde, ils n'en sont pas encore là. Hein. Ça coûte un fric monstre de faire tout ça. Donc bon, donc le truc, c'est de vous prendre une bagnole, vous organisez une petite excursion le week-end avec un ami ou deux, et vous êtes dans un endroit où il y a de la verdure. Et moi, une fois comme ça, je me suis rendu compte, un week-end, on était à une sortie, le but était d'aller voir une association, une organisation humanitaire, et on a fait quelque chose comme 30-40 km, donc on est vraiment sorti de la ville, et soudainement, c'est du vert. Et là, j'ai senti quelque chose, un truc vraiment, oh putain, j'avais oublié ce que pouvait dire le mot verdure, à quoi ça pouvait ressembler, etc. Tellement que j'étais dans mon truc, machin, à faire mon business. Et donc je me suis rappelé que oui, le vert, ça fait du bien. Et d'ailleurs, c'est scientifiquement prouvé, au passage, que lorsque l'on regarde des plantes, de la verdure, le cerveau sécrète certaines substances et donc on se sent mieux. Voilà, ça c'est pour le mot de la fin. Je vous invite vraiment à poser vos questions sur ce que vous voulez savoir à propos de l'Inde, votre business en Inde, etc. Et j'y répondrai dans les prochains podcasts. Et donc je vous dis à un prochain podcast pour votre entreprise en Inde. Faites votre business en Inde. À très bientôt. Merci de votre écoute. Bye bye. Inscrivez-vous à ma newsletter pour rester informé de mes prochaines interviews, articles, vidéos et podcasts. C'était David Levesque pour entreprise-management.com.